Pour enchaîner, moi je m'appelle Marianne, je suis sociologue et je vais vous parler de la question du lien entre inégalité sociale et inégalité environnementale. Alors très souvent, on entend ce discours de dire oui, vous comprenez, on ne peut pas s'occuper des questions environnementales parce qu'il faut d'abord lutter contre la pauvreté et donc développer la croissance. Et donc on tend à opposer en fait les luttes environnementales et les luttes contre les inégalités sociales. Or, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les deux sont extrêmement liés et qu'en réduisant les inégalités, notamment économiques, on participe en fait à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc la conférence s'intitule « Les riches détruisent-ils la planète ?» Et alors, je vais laisser un peu de suspense avant de répondre à la question, puisque je vais faire un petit détour pour vous parler d'abord du bilan des inégalités économiques dans le monde. Alors, c'est sans doute pas une surprise pour vous de savoir qu'on vit dans un monde extrêmement inégalitaire et surtout qu'il est de plus en plus. Au cours des dernières décennies, les inégalités au niveau mondial de richesse ont augmenté. Les inégalités, vous pouvez le voir, c'est sur la page 2 du petit document qu'on vous a distribué. Ces inégalités, on peut les mesurer de deux façons. Les inégalités de revenus. Les revenus, donc, c'est ce qu'on a à la fin du mois. Et ces inégalités de revenus, si on additionne tous les revenus dans le monde entier, 10% de la population touche 52% des revenus. C'est-à-dire que 10% de la population mondiale reçoit la moitié de ce qui est reçu par mois. Mais bien plus important que les inégalités de revenus, on a les inégalités de patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Des terrains, des maisons, des yachts, des parts dans des actions. Tout ça, c'est du patrimoine. Et les inégalités de patrimoine, elles sont énormes. La moitié de la population mondiale, 50% de la population, se partage 2% du patrimoine mondial. La moitié du monde possède 2% du monde. Et 10% les 10% les plus riches, quant à eux, possèdent 76% de la planète. Donc ça, vous l'avez sur ce graphe. Deuxième graphe important, les milliardaires. Et notamment les 0,01% les plus riches. Alors, c'est vraiment pas beaucoup, les 0,01% les plus riches du monde. C'est à peu près 520 000 personnes. C'est même pas la population toulousaine. Ces personnes-là possèdent quasiment, un peu plus de 11% du patrimoine mondial. Et ça a fortement augmenté. En 95, ils possédaient seulement, entre guillemets, 7%. On est passé de 7 à 11% en quelques décennies. C'est-à-dire que les inégalités économiques augmentent à un rythme extrêmement fort, et notamment par le haut. On a une minorité d'extrêmement riches qui sont toujours de plus en plus riches, qui concentrent de plus en plus de richesses entre leurs mains. Alors, on pourrait dire, ils ont mérité cette richesse. Dire, c'est pas un problème. On parle là d'environnement, finalement, pourquoi on va aller discuter de ces riches ? Parce que ces inégalités économiques, elles ont un impact sur le climat, et de différentes façons. Première façon, ces très riches sont aussi des très pollueurs, extrêmement. Ça aussi, vous pouvez le voir sur le document, donc c'est sur la page 3. C'est une recherche récente, conduite en 2021, où un chercheur et une chercheuse ont pris parmi les plus importants milliardaires du monde et essayé d'estimer leurs émissions de CO2 annuelles, en regardant un peu ce qu'ils possédaient. Alors, dans la conférence précédente, on a parlé de sobriété, de ce qu'il faudrait faire pour limiter la hausse de la température à plus 1,5 degré. Pour ça, idéalement, il faut qu'à l'horizon 2050, on arrive à 2 tonnes de CO2 par an. 2. Si on regarde ce graphique, qui donc nous présente les émissions de Jeff Bezos, Giorgio Armani, Larry Page par exemple, le plus sobre, entre guillemets, c'est Jeff Bezos, qui émet seulement 3000 tonnes de CO2 par an. Le moins, Roman Abramovich, qui est un magnat de l'acier et aussi président d'un club de foot, plus de 30 000 tonnes de CO2 par an. Donc ces personnes, lui, il est 15 000 fois au-dessus de ce qu'il faudrait pour rester à 1,5 degré. Donc ça passe par des consommations de yachts, de déplacements en jet privé, des maisons. Voilà. Donc on est dans une société, en fait, qui autorise à des personnes de polluer, d'émettre dans des proportions considérables, inimaginables, en fait. Donc ces riches posent problème, premièrement, parce que
ils émettent énormément plus de CO2 que l'ensemble de la population. Deuxième problème, deuxième chose, c'est que ces riches, ils ont envie de continuer à vivre comme ils le font. Et donc, ils bloquent. Ils bloquent par leur pouvoir politique, par leur pouvoir économique, et notamment parce que cette richesse, ils ne la sortent pas de leur poche. Souvent, ils sont dans le pétrole, dans l'acier, dans l'armement, des industries qui sont toutes extrêmement émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, ils participent par du lobbying, par du greenwashing, à protéger leurs intérêts pour pouvoir continuer le business as usual, c'est-à-dire faire que le système fonctionne comme le système capitaliste pour qu'ils puissent, eux, accumuler ces richesses toujours plus et dépenser toujours plus et donc par là polluer toujours plus. Mais ces riches aussi, et ça c'est un autre problème, ils vont en fait définir un modèle pour nos sociétés. On les présente comme les gens qui réussissent et on les présente comme un aboutissement en fait, de dire regardez, là vous avez sur la page 5 des photos d'influenceurs et d'influenceuses sur Instagram en jet privé qui vont en week-end à Dubaï, et donc on présente ça en fait comme un modèle de société. Et ce qu'on appelle en sociologie un phénomène qui est la consommation ostentatoire. C'est une forme de consommation qui n'est pas liée à des besoins, mais qui est essentiellement sociale, dont l'objectif premier va être de dire « je suis au-dessus de vous ». Et donc cette consommation ostentatoire, elle cherche à montrer en fait sa richesse et donc à dépenser sans compter, à gaspiller, à ouvrir une bouteille de champagne juste pour la faire exploser, à prendre un jet privé pour se déplacer, juste faire un aller-retour en une demi-journée. C'est des consommations dont le but est simplement de se distinguer des autres. Et on va avoir un phénomène en cascade en fait au sein de la société où chaque classe sociale va essayer d'imiter celle du dessus. Et donc en fait, ce gaspillage des richesses, cette dilapidation constitue en fait un modèle, un idéal de consommer toujours plus. On achète un vêtement pour en acheter un autre 2 jours après. On veut partir toujours plus loin. Et donc, ça aussi, c'est important, c'est de comprendre qu'on est dans un modèle de société aussi qui est complètement antinomique avec l'objectif de sobriété. Alors, jusqu'ici, on a pointé les ultra-riches, mais ils ne sont pas les seuls. Si on prend les 10% les plus riches du monde, ils représentent à eux seuls 50% des émissions de CO2 de la planète. Et les 10% les plus riches, ce ne sont pas tous des manias du pétrole ou des hommes de la Silicon Valley. En France, si on gagne plus de 2 900 € par mois, on est dans les 10% les plus riches. Et on est facilement dans les 20%, dans les 30%. Donc on est aussi, une partie d'entre nous font partie des gens qui sont aussi parmi les plus responsables. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours des riches qui vont polluer plus que nous. Mais on fait aussi partie du problème. Il faut arriver à 2 tonnes. Et 2 tonnes, on en est loin. Si on regarde page 7, on va avoir les émissions par pays. Donc ici, corrigées justement des importations. Et donc c'est pour ça que les États-Unis sont aussi hauts, avec 20 tonnes en moyenne par citoyen, puisqu'on a intégré les émissions liées aux importations. Mais on voit que dans un pays comme la France, on est en moyenne à 8 tonnes 7, donc quasiment 9 tonnes de CO2 par an. Donc largement au-dessus des 2 qu'il nous faudrait atteindre. Et alors ça, c'est important de le souligner aussi. Parfois, on a l'impression de dire finalement, les pauvres, les plus pauvres, ils sont pas très écolos parce qu'ils roulent dans des vieilles voitures au diesel, ils mangent pas bio, etc. Mais les plus pauvres en France, les 50% des revenus les plus faibles, n'émettent en moyenne que 5 tonnes de CO2 par an. Alors que les 10% les plus riches sont à plus de 20 tonnes. Parce que peut-être qu'ils mangent plus bio, peut-être qu'ils ont des voitures électriques, mais ils prennent beaucoup plus l'avion, par exemple. Ils ont des logements mieux isolés, mais plus grands. Et donc finalement, plus on est riche, plus on consomme, plus on pollue, parce que ça coûte cher de polluer. Voilà, donc là, sur ce graphique, sur lequel je ne m'étendrai pas totalement, mais on voit qu'évidemment, il y a des inégalités géographiques, mais que comme les inégalités économiques traversent les pays, ces inégalités, elles sont aussi fortement liées au niveau de richesse, quel que soit le pays où on est. Et donc, dans toutes les aires géographiques, les plus riches polluent toujours plus, et encore plus dans les pays riches. En Amérique du Nord, les plus riches sont à 73 tonnes de CO2 par an, les 10% les plus riches. En Europe, 29 tonnes. En Asie du Sud-Est, 39 tonnes.
Alors, il y a de fortes inégalités sur les responsabilités face aux émissions, mais ces inégalités se cumulent avec des inégalités sur les personnes qui sont touchées directement par les conséquences du réchauffement climatique. Alors, en page 8, vous avez deux éléments. Vous avez d'une part une carte mondiale qui vous montre les territoires qui émettent le plus de CO2. Donc, ce sont essentiellement les pays du Nord, l'Europe, l'Amérique du Nord, la Russie. Et puis, en bas, vous avez une carte sur les pays qui sont le plus vulnérables face au changement climatique. Ce sont les pays du Sud. Donc, géographiquement, on a déjà une forte inégalité. Mais à l'intérieur même d'un même pays, un même territoire, sur un même territoire, les populations, en fonction de leur statut social, de leur position, vont être touchées différemment. Un exemple qui a été beaucoup travaillé, qui est beaucoup utilisé pour illustrer ça, c'est l'ouragan Katrina, qui a frappé la Nouvelle-Orléans en 2005 aux États-Unis. L'ouragan Katrina, c'est un phénomène comme on pourra en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Et cet ouragan, il a touché massivement les populations noires de cette ville. Alors pourquoi les populations noires? Parce que ce sont aussi les plus pauvres, qui vivent dans les quartiers les plus défavorisés, avec les logements insalubres, les infrastructures les moins solides, qui ont été aussi secourues en dernier. Et donc ces personnes ont été plus touchées, et on le voit sur la structure de la population, c'est page 8, vous voyez la part, le nombre de Noirs américains dans cette ville a chuté drastiquement après l'ouragan. Et en dessous, vous avez un graphique qui croise la vulnérabilité sociale et l'importance des inondations. Et on voit que plus on est vulnérable socialement, plus les quartiers étaient vulnérables socialement, plus ils ont été touchés par ces inondations. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle les formes de résilience face aux incidents climatiques, elle n'est pas du tout la même en fait en fonction des ressources dont disposent les personnes. Et donc ce sont les plus pauvres au niveau mondial, mais aussi sur un territoire donné, ce sont les plus pauvres et donc les moins responsables qui seront les premiers et les premières touchés. Alors finalement, que faire? Et qui doit surtout payer le coût de l'adaptation au changement climatique et de la transition? Parce que ces changements qu'on nous demande de faire, d'essayer de réduire pour atteindre 2 tonnes, ça a un coût. Ça a un coût énorme. D'abord, un coût financier. S'il faut mieux isoler nos logements, il faut bien que quelqu'un paye pour ça. Construire des pistes cyclables, etc. Donc c'est un coût financier d'abord, mais c'est aussi un coût sur changer complètement nos manières de vie, nos manières de se déplacer, notre rapport au temps, à la mobilité. Et ce coût, en fait, pour l'instant, on sait les mesures à prendre, mais les scientifiques ne peuvent pas dire c'est à tel ou tel groupe social d'assumer le coût. Ça, ce sont des questions politiques, ce sont des questions qui doivent être discutées collectivement. C'est la question, tout l'enjeu de ce qu'on appelle la justice environnementale. C'est une forme de question de justice sociale. La justice sociale, c'est des questions en philosophie qu'on se pose depuis l'Antiquité pour savoir comment on partage les richesses. Est-ce qu'on donne la même chose à tout le monde? Est-ce qu'on donne à chacun selon ses besoins, à chacun selon les efforts, selon son mérite, etc. C'est des débats qui sont très anciens. Comment on partagerait une assiette de frites ici? Est-ce que tout le monde prend une frite? Est-ce que les gens qui ont plus faim, ils en prennent plus? Est-ce que comme moi je parle, j'en prends plus? Celui qui a fait les frites, il en prend plus? Tout ça, c'est des débats de justice sociale. Et jusqu'à présent, la justice sociale, c'était dire comment on partage nos richesses. La justice environnementale, c'est pas ça, c'est comment on partage le fardeau de la transition environnementale. Et donc, qui doit faire le plus d'efforts? Comment? Qui doit payer? Est-ce qu'on dit maintenant, tout le monde diminue de 50% de ses émissions? Ça paraît juste, sauf qu'on sait que les plus riches, ils produisent 20 tonnes de CO2 par an. Donc eux, s'ils diminuent de 50%, ils seront toujours à 10 tonnes. Alors est-ce que c'est si juste? Alors on dit qu'il doit faire beaucoup plus d'efforts. Mais voilà, tout ça, c'est des questions, en fait, qui sont très rarement abordées, en fait, dans l'espace. Enfin voilà, on dit chacun doit faire sa part, mais quelle part? C'est-à-dire, c'est quoi sa part? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on pollue déjà? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'on a fait avant? Voilà. Et donc, ça montre que cette question de la justice environnementale, elle doit être prise en charge par les citoyens et les citoyennes. C'est une question politique dont il faut discuter collectivement. Je vous remercie. Vous avez des questions toujours la même, quoi faire. C'est la conférence d'après.
Alors, une chose qui a été... Moi, je me suis beaucoup appuyée sur cette conférence sur un rapport qui s'appelle le World Inequality Report, donc le rapport des inégalités mondiales, qui a été fait par un groupe d'économistes français, dont Thomas Piketty, dont vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est des économistes qui s'intéressent beaucoup à la fiscalité et qui disent, en fait, pour s'attaquer aux inégalités environnementales, il faut s'attaquer aux inégalités de revenus. Et un outil formidable pour ça, c'est la fiscalité. Puisque si on n'a plus de personnes si riches, ils pourront plus consommer autant et polluer autant. Comme je vous disais, polluer, en fait, ça coûte cher. Et donc, si on réduit très fortement les inégalités de revenus et de patrimoine, si on s'attaque en fait à ces inégalités économiques, notamment par des outils fiscaux, enfin c'est très bien expliqué dans le rapport, et c'est déjà une piste en fait. Mais ça c'est des choses politiques en fait, c'est pas nous qui allons décider de taxer très fortement le patrimoine, l'héritage, c'est des choses qui se décident politiquement.